C'est une lueur d'espoir. Israël et le Hamas ont accepté dans la nuit de mercredi à jeudi la première phase du plan de paix pour Gaza qui a été proposé par Donald Trump. Mais alors que contient réellement cet accord et peut-il mener à la paix dans la région? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors pour vous redonner un petit peu de contexte, cette annonce elle intervient au 4e jour de négociations indirectes entre Israël et le Hamas, des négociations organisées depuis lundi en Égypte avec un objectif de cesser le feu dans la bande de Gaza. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a affirmé que, je cite, tous les otages seront libérés très prochainement et que, je cite toujours, Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue dans la bande de Gaza. Une ligne convenue dans un plan annoncé le 29 septembre, mais on revient là-dessus dans un instant. Dans la foulée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué, je cite, « Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison ». Il fait aussi référence aux 47 otages israéliens qui sont encore retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, dont 23 sont morts selon Israël. Ça c'est donc du côté israélien, mais de la même façon, du côté du Hamas, on a confirmé un accord de ce type. Alors que contient-il, sachant que là on parle d'une première phase qui va être mise en place? Eh bien selon des sources palestiniennes ainsi que selon l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, la première étape c'est que les otages encore en vie, qui seraient une vingtaine, soient libérés dans les 72 prochaines heures. Donald Trump de son côté parle d'une libération a priori lundi, donc bref, dans tous les cas on est dans les prochains jours. Les otages qui ont été tués devraient quant à eux être rendus à Israël par étapes, c'est ce qu'indique en tout cas la BBC. Et en échange, c'est près de 2000 Palestiniens qui sont aujourd'hui détenus par Israël, parfois dans des conditions très difficiles, on en a déjà parlé, qui doivent être remis en échange. C'est ce qu'indique en tout cas un responsable du Hamas à l'AFP. Cette première étape, elle doit aussi permettre une augmentation massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où la famine fait chaque jour de nouvelles victimes. Selon une étude qui a été publiée ce mercredi dans la revue scientifique The Lancet, près de 55 000 enfants palestiniens seraient atteints de malnutrition aiguë. C'est donc près d'un enfant sur 6 dans la bande de Gaza. Par ailleurs, plus largement, depuis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués par Israël, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, mais des chiffres qui sont jugés fiables par l'ONU, voire sous-estimés. Concernant donc la question de l'aide humanitaire, eh bien, selon une source du Hamas citée par le journal Le Monde, c'est près de 400 camions d'aide humanitaire qui devraient bientôt rentrer dans les 5 premiers jours du cessez-le-feu. Et ce nombre, il va augmenter au cours des jours suivants. Pour vous donner un ordre de grandeur, avant le 7 octobre 2023, c'est entre 500 et 600 camions qui entraient chaque jour. Ce serait donc des niveaux quasiment comparables à ce qu'il y avait avant le 7 octobre, sachant que le besoin actuellement est extrêmement important. Alors concernant la question du retrait des troupes israéliennes, c'est là un point majeur qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures et dans les prochains jours, puisque c'est l'un des points de crispation et de tension qui peut faire échouer cet accord. Donald Trump avait donc déclaré qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue par l'accord proposé il y a quelques jours. Et en fait, on vous met les liens directement en description, mais c'est donc bien une forme de retrait, mais un retrait partiel, puisque l'armée israélienne resterait en partie dans la bande de Gaza. Par ailleurs, ce qu'il faut quand même noter, c'est que Netanyahou avait déclaré encore récemment que l'armée, je cite, restera dans la majeure partie de Gaza. La question donc de la situation après le cessez-le-feu se pose. De la même façon, l'autre point qui reste à voir, c'est la question du désarmement du Hamas, et c'est un point important puisqu'il était là aussi dans le plan de Donald Trump. Ce sujet n'a pas encore été abordé. De la même façon, autre élément qui ne fait pas encore partie de cette première phase, donc il faudra voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Dans le plan initial de Donald Trump, il était prévu qu'une force internationale de stabilisation y soit déployée et qu'une autorité transitoire présidée par Donald Trump administre le territoire sans participation du Hamas. Bref, vous l'avez compris, il y a la situation actuelle, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui vient, sachant qu'en parallèle, il faut le noter, c'est important, eh bien les bombardements israéliens se poursuivaient à Gaza ce jeudi matin. Alors concernant les réactions maintenant, on peut noter d'abord que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui représente officiellement l'État de Palestine, a accueilli favorablement l'annonce, espérant, je cite, que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'État de Palestine et à l'établissement d'un État palestinien indépendant. Benjamin Netanyahou de son côté a déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un grand jour pour Israël. Emmanuel Macron de son côté salue un espoir immense pour les otages et leurs familles, pour les Palestiniens de Gaza et pour la région. Enfin, ce qui a été beaucoup salué, eh bien, c'est les efforts diplomatiques de plusieurs pays. Il y a donc eu les États-Unis menés par Donald Trump, le Qatar, l'Égypte ou encore la
Turquie. C'est eux donc qui étaient au cœur des négociations ces derniers jours. Alors comment expliquer que Donald Trump a réussi de cette façon à faire passer un accord? Eh bien du côté du Hamas, Donald Trump avait menacé autrement le Hamas d'anéantissement total s'il refusait l'accord. Et du côté de Benyamin Netanyahou, eh bien plusieurs observateurs estiment qu'en réalité, Benyamin Netanyahou n'avait pas vraiment le choix pour l'instant et qu'il était obligé d'accepter. Pourquoi? Eh bien parce que les États-Unis, c'est finalement le dernier allié majeur d'Israël. Autrement, Israël ces derniers jours est de plus en plus isolé sur la scène politique internationale. Il y a le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Il y a de plus en plus de chefs d'État qui évoquent ouvertement aujourd'hui un génocide à Gaza. Bref, Israël est de plus en plus isolé du fait de la situation catastrophique à Gaza. Et donc, on vous en parlait il y a quelques jours, mais beaucoup estiment que le gouvernement israélien, d'une certaine façon, était obligé de suivre Donald Trump ici. Alors maintenant, encore une fois, il faut rester extrêmement prudent, déjà parce qu'il y a eu 2 cessez-le-feu ces derniers mois, 2 cessez-le-feu qui n'ont pas duré. Par ailleurs, parce que vous l'aurez compris, sur les prochaines étapes, il y a de nombreux éléments flous, et l'un des éléments importants, c'est notamment de voir quel va être le plan réel du gouvernement israélien entre ce qui a été annoncé aujourd'hui et les ambitions en parallèle de nombreux ministres d'extrême droite qui souhaitent reprendre le contrôle réellement de Gaza. Dans tous les cas, on suivra évidemment tout ça, que ce soit sur YouTube, en podcast audio et directement sur Instagram. On vous a informé donc dans la nuit. On vous a d'ailleurs partagé sur Instagram des scènes d'espoir d'une certaine façon, que ce soit du côté d'Israël auprès des familles d'otages ou alors du côté de nombreux Palestiniens. Mais un espoir, vous l'avez compris, qui reste prudent alors qu'en parallèle, la situation reste complètement catastrophique et urgente dans le territoire de Gaza. On vous tient au courant évidemment. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Robert Badinter a fait son entrée au Panthéon ce jeudi, 44 ans jour pour jour après la promulgation de la loi qui abolit la peine de mort en France, dont il est à l'origine. Ancien ministre de la Justice entre 1981 et 1986, Robert Badinter était aussi connu pour son combat contre l'antisémitisme, son père ayant été déporté lors de la Seconde Guerre mondiale, et pour la dépénalisation de lois contre l'homosexualité. Il a aussi été président du Conseil constitutionnel pendant 9 ans, puis sénateur. Le Panthéon, c'est un monument funéraire où sont enterrés de grands noms de la République française, comme la scientifique Marie Curie ou encore l'écrivain Victor Hugo. La cérémonie, qui s'est déroulée en fin d'après-midi, était présidée par Emmanuel Macron, qui a prononcé un discours. Le chanteur Julien Clerc a ensuite interprété L'Assassin assassiné, une musique écrite par Robert Badinter, et l'acteur Guillaume Gallienne a lu un texte de Victor Hugo. La philosophe et veuve de Robert Badinter, Elisabeth Badinter, était présente. Si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre littéraire de Robert Badinter, parce que c'est un petit peu moins connu, sachez que c'est à la une de notre podcast sur les actus pop, c'est diffusé demain matin. À noter aussi au passage que la tombe de Robert Badinter, située au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, a été dégradée ce jeudi matin. Une enquête est en cours. Deuxième actualité, Emmanuel Macron devrait annoncer le nom de son nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir. L'Élysée a précisé ce mercredi que le président avait, je cite, pris connaissance des conclusions du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Dans son communiqué, Emmanuel Macron a remercié Sébastien Lecornu pour les négociations menées ces 2 derniers jours, estimant que sa mission était désormais terminée. Le Premier ministre démissionnaire, lui, a confirmé ce mercredi soir aux 20h de France 2 que les conditions étaient réunies pour nommer rapidement son successeur. Sur la question d'un éventuel retour au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu a affirmé, je cite, ne pas courir après le job. Du côté des partis politiques, le Parti socialiste réclame un Premier ministre de gauche, la France insoumise exige, elle, la démission du président, et le Rassemblement national menace de censurer tous les gouvernements tant qu'il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Le parti de droite Les Républicains refuse un Premier ministre de gauche et de revenir sur la réforme des retraites. En tout cas, le futur Premier ministre sera le 8e depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Troisième actu, l'ONU va rapatrier un quart de ses soldats, les casques bleus, dans le monde, ce qui représente environ 13 à 14 000 militaires et policiers qui sont déployés dans les zones de conflit pour protéger les civils, surveiller les cessez-le-feu ou encore soutenir l'aide humanitaire. La raison de ce rapatriement est directement liée à Donald Trump. Depuis son retour à la présidence des États-Unis, il a annoncé des coupes massives dans le budget alloué à l'ONU. L'organisation avait prévu un budget de 5,4 milliards de dollars pour l'année 2025-2026, dont 1,3 milliard devait provenir directement des États-Unis. Le problème, c'est que l'ONU n'a reçu que 682 millions de dollars de la part des États-Unis. L'organisation prévoit du coup un déficit budgétaire et a anticipé une réduction des effectifs dans ses 11 missions actives, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Liban,
Liban, en Centrafrique ou encore au Sahara occidental. Certaines missions risquent en tout cas d'être suspendues, comme l'organisation d'un référendum au Sahara occidental ou encore la mission de maintien de la paix au Liban. Quatrième actu qui concerne Donald Trump justement, il a appelé ce mercredi à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur de l'État de l'Illinois, où se trouve la ville, qui sont démocrates, donc du camp de Joe Biden. Il les accuse de ne pas protéger des agents de la police de l'immigration, ICE. Le président américain a justifié ses propos par la présence de manifestants devant un centre de la police de l'immigration, qualifiant Chicago, je cite, de zone de guerre. Le gouverneur de l'Illinois a répondu sur X, affirmant, je cite, qu'il ne reculerait pas. Cette annonce, elle intervient alors que 200 membres de la garde nationale ont été déployés près de la ville de Chicago. La garde nationale, c'est une force militaire de la réserve américaine, initialement formée pour des catastrophes naturelles, mais désormais utilisée pour soutenir la police de l'immigration. L'opposition démocrate a poursuivi le gouvernement américain en justice pour contester la légalité de ces déploiements. Une juge fédérale a même provisoirement bloqué un déploiement de la garde nationale dans la ville de Portland. De son côté, Donald Trump envisage de déclarer l'état d'urgence pour pouvoir déployer l'armée contre des citoyens américains, une mesure normalement interdite. Ces dernières semaines, il a envoyé des troupes dans des villes dirigées par des démocrates comme Los Angeles, Washington DC ou encore Memphis, toujours contre l'avis des autorités locales. Cinquième actu, Ousametine Dogan, le seul homme condamné lors du procès des viols de Mazan à avoir fait appel, a finalement été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol aggravé, soit 1 an de plus que la première peine. L'accusé a maintenu avoir été piégé par Dominique Pellico et affirme avoir cru, je cite, à un jeu libertin consenti par la victime. De son côté, Dominique Pellico contestait fermement cette version, déclarant, je cite, il a demandé à ce qu'elle ait les yeux couverts car il avait peur qu'elle se réveille. La victime, Gisèle Pellico, entendue lors de ce procès, a déclaré à l'accusé, je cite, à quel moment je vous ai donné le consentement? Jamais. Parmi les condamnés, Dominique Pellico, le mari, a été condamné à la prison à perpétuité. Les 50 autres ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Laure Chabot, représentante du ministère public, a estimé que le verdict constituait, je cite, un testament pour les générations futures. Gisèle Pellico, elle, a appelé, je cite, à ce que les victimes n'aient jamais honte de ce qu'on leur a imposé par la force. Sixième actu, à partir de ce jeudi, les banques vont vérifier le nom des gens à qui vous faites des virements bancaires. Fini donc les virements directs vers maman ou encore vers l'électricien. Désormais, en plus de l'IBAN, vous devrez donner le nom et le prénom exact du destinataire. L'objectif, il est simple, c'est de lutter contre les fraudes. En 2024, leur préjudice était estimé à 183 millions d'euros, selon la Banque de France. En fait, jusqu'ici, un fraudeur pouvait intercepter une facture, comme une facture de téléphone par exemple, et remplacer l'IBAN de l'opérateur par le sien. Il recevait alors directement l'argent sans que la banque ne détecte l'anomalie. Avec ce nouveau contrôle, la personne qui fait un virement sera alertée si les informations saisies ne correspondent pas exactement au nom sur le compte du destinataire. Il sera alors possible de corriger ou d'annuler l'opération. Pour ceux qui ont déjà enregistré des bénéficiaires, les banques demanderont de compléter ou de corriger le nom et le prénom de la personne. Et on termine avec cette actu, Cristiano Ronaldo est devenu officiellement le premier footballeur milliardaire selon le média américain Bloomberg. L'attaquant portugais a franchi ce cap grâce à son salaire, mais aussi grâce à des contrats faramineux hors du football. Côté football, à 40 ans, Cristiano Ronaldo est toujours actif. Bloomberg estime qu'il a empoché plus de 550 millions de dollars, soit environ 473 millions d'euros en salaire durant sa carrière. En fin de contrat en 2025 avec le club saoudien d'Al Nasser, il a négocié une prolongation de 2 ans avec un salaire annuel de 200 millions de dollars, un contrat qui en fait le footballeur le mieux payé au monde. Sa fortune inclut également des accords publicitaires lucratifs, dont un partenariat de longue durée avec Nike, estimé à 18 millions de dollars par an. Cette évaluation, elle place sa richesse nette à 1,4 milliard de dollars, soit environ 1,2 milliard d'euros. Son éternel rival, Lionel Messi, reste parmi les sportifs les mieux rémunérés, mais n'a pas encore atteint ce seuil, même si un futur accord avec Apple et sa part dans le club de l'Inter Miami pourrait bientôt le rapprocher du milliard. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je vous le disais, il y a beaucoup d'actualités, vous l'aurez remarqué en ce moment. On continue à vous informer via ce format des actus du jour, en newsletter aussi, je vous mets le lien directement en description. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à suivre ça par email gratuitement chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon quand vous écouterez tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.